et membre du Conseil économique et social et environnemental, rapporteur d'une étude sur les violences faites aux femmes, étude publiée en novembre dernier. Nous sommes là, donc, on est comme ça 18 groupes, culture, les tendances de l'économie sociale et solidaire que sont les associations, fondations, coopératives et la mutualité française à laquelle j'appartiens, les professions libérales, les outre-mer. Et nous sommes là donc, pour réfléchir soit sur des saisines gouvernementales, donc là ce sont donc les ministres par l'intermédiaire du Premier ministre qui nous saisit, ou sur des autosaisines. C'est notamment le cas pour cette étude. Nous décidons, nous, société civile, qu'il est important de réfléchir sur ce sujet. Et jusque-là, malheureusement, le Conseil économique ne s'était jamais positionné dessus. Donc c'est une étude que nous avons menée à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Le CESE, c'est 9 sections de travail et 3 délégations, dont la délégation aux droits des femmes, et qui est uniquement une étude et non pas une saisine. Ça a une importance pour nous dans le sens où elle n'est pas votée en plénière et elle est validée par l'ensemble des groupes au sein de la délégation uniquement, ce qui n'enlève en rien les résultats. Pourquoi cette étude, puisque notre souhait à nous et la motivation de la délégation était de travailler donc, sur les violences faites aux femmes, parce qu'en règle générale, je parlerai aussi bien évidemment des violences sexuelles, mais en règle générale, on parle des violences, d'un côté on parle des violences, plutôt des viols, on parle des violences conjugales, on parle éventuellement de la prostitution, mais on ne parle jamais du phénomène dans son ensemble et qui est, vous avez pu le comprendre par tout ce qui a été dit, qui a une ampleur qui est relativement grave. Donc nous avons décidé d'expliquer que les violences faites aux femmes, c'était du harcèlement de rue. On en a parlé que depuis récemment, notamment donc avec cette Belge qui a mis sur le net des vidéos. Bien un petit peu avant l'enquête en VEF, on avait également parlé. Il avait commencé seulement à montrer qu'il y avait du harcèlement de rue. Donc le harcèlement de rue, les violences sexuelles, la prostitution, les violences conjugales, le harcèlement au travail, les mutilations sexuelles féminines qui sont de véritables violences aussi sur les enfants, les mariages forcés, également aussi en général ce sont des mineurs qui sont concernés, et l'esclavage, là aussi sur le territoire français, l'esclavage existe dans toutes les couches de la population, toutes les couches sociales de la population, et elle concerne là aussi principalement des mineurs. Donc nous, notre étude a véritablement voulu montrer l'ampleur de ces phénomènes, non seulement dans les champs, dans les chiffres, sachant que les chiffres, on en a eu beaucoup depuis ce matin. C'est très compliqué malgré tout d'avoir des chiffres, et notamment des chiffres suivis dans le temps, puisque la première véritable enquête était donc l'enquête en VEF en 2001, qui va être suivie de l'enquête Virage, mais dont les résultats ne seront pas avant 2017-2018. Donc vous voyez que entre deux, chacun fait comme il peut, et notamment, je trouve, je tire vraiment mon chapeau à Muriel sur cette enquête sur les violences sexuelles, parce que véritablement elle est très éclairante et elle apporte en tous les cas des éléments, si ce n'est de nouveaux éléments, en tous les cas des confirmations d'un certain nombre d'éléments qui étaient donnés. Mais en tous les cas, nous on a constaté qu'on avait malgré tout une difficulté au niveau des chiffres, même si je n'enlève rien au niveau de la MIPROF, d'autant que de nombreux chiffres sont de toute façon communiqués par l'intermédiaire de la MIPROF. Des chiffres manquants, c'est la prévalence finalement des violences sexuelles notamment qui ont été commises dans l'enfance et les répercussions donc, que ça a plus tard. Donc la prévalence à être victime quand on est adulte, quand on a été victime enfant, la prévalence d'être agresseur. Alors nous, on n'a pas parlé d'auteur. Pour nous, il faut donner les mots exacts. C'est un agresseur, c'est pas un auteur de violence. Donc être un agresseur quand on a été soi-même victime de violence dans notre enfance. Un autre point important également, non seulement on a été victime, mais ce qui est très important et qui a une incidence sur l'aspect psychotraumatique, c'est quand les enfants voient leur maman victime de violences conjugales. Et c'est aussi délétère, voire plus délétère pour eux, que s'ils étaient eux-mêmes victimes de violences. Ça a été indiqué ce matin, l'importance de la cellule familiale et de la sécurité de la cellule familiale, l'importance de la sécurité que peut apporter la mère. Et quand la mère est violentée par le père ou par le conjoint, ça apporte chez l'enfant une insécurité extrême qui a donc des conséquences importantes plus tard dans sa vie.
Autre point qui pour nous était important et qui pour moi, Mutualité Française, donc où on s'occupe non seulement de complémentaire santé mais aussi de santé publique, c'est le problème que justement, et c'est reconnu par l'OMS, les violences sont un problème de santé publique, sont une urgence de santé publique, elles sont également une urgence sociétale. Ce matin, je ne vais pas revenir dessus, on a beaucoup parlé des conséquences physiques, des conséquences morales, psychologiques, psychotraumatiques, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et les problèmes aussi quand même de faux diagnostics. Muriel en a parlé pour les maladies mentales. On sait également que certaines personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer ne sont pas atteintes de maladie d'Alzheimer, mais c'est des conséquences de violences qui ont été subies dans l'enfance ou dans leur vie. Un débat important de l'étude quand même, qui en tous les cas nous a paru très important, c'est de remonter à l'origine des violences. Pourquoi les violences? Donc on est remonté jusqu'à Cro-Magnon et Néandertal et compagnie. En tous les cas, pour se rendre compte qu'on était toujours sur un modèle archaïque dominant du masculin sur le féminin, où le masculin a eu besoin pour assurer non seulement la reproduction, mais s'assurer que cette reproduction était bien la sienne et pas celle d'un autre homme, de considérer que la femme était sa propriété et donc a utilisé un certain nombre de moyens d'enfermement, notamment le non-accès à l'éducation, notamment le fait de la laisser à la maison. Mais on peut aller très loin sur des traditions culturelles. Je prendrai l'exemple, par exemple en Martinique, puisque nous on a pas mal travaillé sur les territoires d'outre-mer, enfin sur ceux pour lesquels on a pu avoir des éléments, parce que sachez que sur la moitié des territoires d'outre-mer, il est impossible d'avoir des chiffres, tout comme il n'y a pas de délégués aux droits des femmes sur ces territoires-là. Mais en Martinique, l'inceste est considéré comme un porte-bonheur. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y a beaucoup à faire en termes d'évolution de la société et des mentalités, tout comme en Guyane, qui est donc un de nos territoires les plus pauvres. Les parents eux-mêmes prostituent leurs fillettes à partir de l'entrée dans sexualité qui est un peu plus avancée sur les territoires d'outre-mer que sur la métropole, c'est-à-dire en règle générale 11-12 ans. Donc les fillettes sont prostituées par leurs parents à partir de 11-12 ans pour soit ramener de l'argent, soit ramener de la nourriture. Donc ça montre bien les difficultés et tous les freins qu'il y a à lever par rapport à ça. Donc nous, on a mis, en tout cas pour nous, en lumière un certain nombre de points, donc cet aspect de modèle archaïque dominant, le problème du sexisme ambiant et généralisé, tout à l'heure vous avez exposé un certain nombre de choses sur la sexualité, mais on est bien évidemment aussi sur le problème du sexisme, donc qui est directement lié de ce modèle dominant. La stratégie de l'agresseur est quelque chose de très important à comprendre. Et là, on a vu d'ailleurs que dans le phénomène des violences, quelles qu'elles soient, l'important c'est de comprendre les mécanismes, que ce soit donc les mécanismes de l'agresseur, donc comment est-ce qu'il fait pour amener la femme à être dans ce modèle-là. On est là aussi pas sur les violences faites aux enfants, mais aux femmes, bien que les enfants étaient concernés. Pour ceux qui ont vu le téléfilm de l'emprise, on voit très très bien ce phénomène de la stratégie de l'agresseur, où petit à petit, alors même si en 1h30 ça a raconté 14 ans de sa vie, on voit très bien en tous les cas comment est-ce qu'il l'a amené à être complètement dépendante de lui et à ne pas arriver à sortir de cet engrenage des violences. Les violences psychologiques sont de toute façon quasiment constantes dans tous les types de violences et ça c'est irrémédiable. On a parlé des troubles, on a vu les troubles psychotraumatiques, donc je ne reviendrai pas dessus parce que Muriel fait comme d'habitude un excellent exposé sur ce que c'est et nous apporte vraiment une compréhension et c'est vraiment important dans l'accueil des victimes. Parce que nombre de professionnels qui accueillent des victimes, ou nous-mêmes, si on a des amis qui sont victimes de violences, on ne comprend pas pourquoi cette personne va retourner avec son agresseur ou continue à rester avec son agresseur. On ne comprend pas forcément où on dit aux femmes « mais pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu t'es pas défendue, pourquoi tu ne le tapes pas, pourquoi… » Avec la mémoire traumatique et l'explication de la sidération et de l'anesthésie émotionnelle, ça permet de se rendre compte quand même de beaucoup de choses et que d'avant d'accuser les victimes, il faut vraiment les comprendre et ça c'est un des éléments qui pour nous était très important. On a vu également que les agresseurs sexuels sont rarement inconnus des victimes, quel que soit le type d'âge. On est à peu près 83% des femmes connaissaient leur agresseur, donc on voit bien qu'on est de toute façon dans la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère professionnelle. Et puis le manque d'attention subi par les enfants dans l'enfance, en tant que témoin, en tant que victime, et vraiment ça c'est un des points donc, sur lesquels on va revenir pour faire le lien. Donc pour nous, les pistes de réflexion ont été qu'il faut prévenir les comportements sexistes dès le plus jeune enfance, et là c'est notamment
par la parentalité, mais également aussi avec les enseignants, puisque là aussi au niveau de l'école, alors il y a des tas d'expériences qui existent et qui marchent très bien, par exemple des théâtres, ou genre marionnettes, guignols, et c'est comme ça que les enfants arrivent à dire s'ils sont victimes de violences sexuelles dans leur famille. Renforcer la formation des professionnels, de tous les interlocuteurs qui ont face à eux des femmes ou des enfants qui sont victimes de violences et des hommes. Alors je n'ai pas donné cette précision. Nous avons parlé des violences faites aux femmes parce que nous sommes la délégation aux droits des femmes, donc forcément on parle des femmes, et comme la grande majorité des victimes sont des femmes et que la quasi-totalité des agresseurs sont des hommes, à partir du moment où on aide les femmes, on commencera à aider les hommes, à la différence près qu'effectivement pour les hommes c'est beaucoup plus difficile d'expliquer qu'ils ont été victimes de violences quelles qu'elles soient. Donc les professionnels de santé, première porte d'entrée. Donc là, je ne vais pas rentrer sur le terrain de Gilles qui expliquera très bien. Mais effectivement, on se rend compte que, en règle générale, les personnes qui sont victimes de violences, quand on leur ouvre la porte, quand on leur pose la question, eh bien, elles arrivent à expliquer et à exprimer les violences. À partir de là, il ne suffit pas d'ouvrir la porte, il faut savoir ce que l'on en fait derrière. Et pour nous, ce qu'il était important aussi, c'est de savoir orienter. Et la première orientation, s'il n'y avait qu'un seul numéro à retenir, c'est le 3919, parce que ça concerne toutes les violences. J'entends bien également pour le 119, mais en tous les cas, le 3919 peut traiter de toutes les violences, n'est plus que sur les violences faites aux femmes. Donc c'est important de pouvoir aider les autres, que l'on soit professionnel ou pas. Ça peut être nos amis, ça peut être nos collègues. En tous les cas, ça fait partie des conclusions que nous avons eues. Protéger les enfants avec une prise en charge psychologique et psychotraumatique importante, adaptée. Leur permettre aussi d'avoir un lieu d'accueil sécurisé dans le cas de la visite avec le parent violent. Là aussi, c'est important, parce que bien souvent, on laisse encore aller les enfants chez leur père, parce que là encore, c'est quand même le père dans la quasi-totalité des cas. On les laisse aller chez leur père, malgré qu'il y ait des suspicions de violence, de maltraitance et donc de violence sexuelle. Et puis donc la primauté de l'intérêt de l'enfant quand il s'agit de la parentalité. Je ferai une parenthèse à ce sujet. À Paris, là c'est sur l'aspect juridique, il existe des audiences spécifiques pour les violences faites aux femmes. Il existe qu'à Paris, enfin en tout cas il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres ailleurs en France, qui est d'ailleurs malheureux, et il serait bien qu'il existe également des audiences spécifiques pour les violences faites aux enfants. Donc ça serait aussi des choses qui seraient importantes à faire. Améliorer donc la connaissance et le traitement des violences, quelles qu'elles soient, pour pouvoir mieux répondre aux besoins des victimes. On en a aussi beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et on voit bien que nos pistes de réflexion, d'amélioration sont les mêmes que toutes celles qui sont proposées par les autres, ce qui est en soi plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet aussi de se rendre compte que, comme le relevait Ernestine, plus on sera nombreux à en parler, et mieux ce sera, et mieux on arrivera à faire passer cette parole-là, parce qu'on voit quand même malgré tout, et même moi, Conseil économique, social et environnemental, où donc on est censé être une instance de la République, on a parfois du mal à être écouté par nos gouvernants et par les autres institutions de la République. Donc plus on sera nombreux, et mieux ce sera. Et puis un dernier point qui est de poursuivre et sanctionner les agresseurs. Très important dans la réparation. Après, bien évidemment, il faut qu'avant, ce qui était relevé tout à l'heure, il faut qu'avant les différents professionnels aient pu accueillir correctement les femmes pour éviter de leur mettre une gifle à chaque fois qu'elles parlent de quelque chose, ou à chaque fois qu'elles doivent en reparler, ou à chaque fois qu'elles vont voir des professionnels, quels qu'ils soient, par les réflexions. On se rend compte d'ailleurs... Moi, j'avais quand même une grande inquiétude quand on a commencé à mener ces travaux, c'est qu'on ait beaucoup de réflexions négatives. Ce qui n'a pas véritablement été le cas. On ne nous a pas dit « oh mais les femmes, elles cherchent, oui mais les filles, vous avez vu comment est-ce qu'elles s'habillent », ce qui est d'ailleurs une campagne en Europe de l'Est, je pense que ça doit être Roumanie, où le spot, c'est quand même une jeune fille qui se prépare à sortir en boîte, où on la voit se maquiller outrageusement, s'habiller grand décolleté, mini-jupe, boire donc à être complètement saoule, et donc c'est pour ça qu'elle a été violée. De toute façon, c'est sa faute. Et là, on est sur une
campagne nationale du gouvernement, mais on voit bien que même chez nous en France, on est encore sur ces principes-là, où on considère que parce que la fille a regardé, ça fait d'ailleurs partie de la stratégie de l'agresseur, parce qu'elle était habillée de telle manière, c'est pour ça qu'elle a été violée, ce qui n'est pas le cas, puisque la preuve, la majorité des agresseurs sont dans la famille, donc c'est pas une question de tenue ou de maquillage ou d'alcoolisation. Alors, donc, vous l'avez compris, on n'est pas toujours bien entendu mais il n'empêche qu'on essaye en tous les cas de diffuser notre étude au maximum. Nous allons donc faire des avis maintenant, notamment donc sur les violences sexuelles, notamment sur les violences sexuelles aux enfants, parce qu'effectivement on parle encore trop peu de l'inceste, mais également aussi des territoires d'outre-mer. C'est important aussi parce que là, comme je le disais tout à l'heure, les violences sexuelles sur les enfants sont très importantes, mais également aussi pour les personnes vulnérables, parce que là aussi, donc la vulnérabilité, c'est le handicap, c'est les personnes âgées, et on se rend compte aussi que, au niveau des chiffres, les personnes qui sont vulnérables ont beaucoup plus de risques et sont beaucoup plus victimes que les autres personnes. Et moi, je continue donc au sein de la mutualité, en tous les cas, à diffuser, à organiser des colloques sur les violences. Et nous espérons, au niveau du gouvernement, que nous aurons des écoutes, et au niveau des ordres des médecins, Gilles, pour que l'on puisse aussi se déplacer là-bas et pouvoir expliquer. Merci Pascal Vian.